En tant que star de l'industrie cinématographique, Laura doit écouter des centaines de personnes lui présenter leurs idées de scénario. La plupart du temps, c'est affreux, mais elle doit quand même sourire et acquiescer pour éviter de blesser leurs sentiments. Un jour, lors d'une fête, son ex-mari Tony vient la voir et utilise un faux pitch pour lui reprocher de ne pas être assez présente dans la vie de leur fille. Laura est ambitieuse, sa carrière passe avant tout. Tony est scénariste et alcoolique en convalescence, sa dépression l'empêche d'écrire ces derniers temps. S'ensuit une dispute où Tony demande à Laura si elle a acheté un gâteau pour l'anniversaire de leur fille. Laura répond affirmativement, mais dès qu'elle quitte les lieux, elle demande à son assistant Christian d'acheter rapidement un gâteau. Ensuite, Laura est abordée par sa rivale Alba, qui lui apprend qu'un célèbre milliardaire nommé Snai a atterri son jet privé à proximité pour choisir une star pour son dernier projet. Les deux femmes veulent être sélectionnées et échangent quelques insultes. Lorsque Laura arrive à la réception, de nombreux journalistes l'attendent à l'entrée. Elle aborde le fils de Snai, Sébastien, pour en savoir plus sur le projet secret de son père, mais Sébastien refuse de dire quoi que ce soit. À la place, il se moque d'elle pour porter une montre très ancienne. Il évoque également la récente mort de deux des personnes les plus riches du monde et critique le comportement des hommes âgés, y compris celui de son propre père, révélant accidentellement qu'Alba a été choisie. Laura est dévastée mais doit continuer à sourire devant les caméras. Ensuite, elle retourne à la fête et doit rester silencieuse tandis que Sébastien et d'autres hommes parlent d'elle et d'Alba comme s'il s'agissait d'une réflexion après coup. Lorsque les femmes trouvent un moment seul, Laura avale sa fierté et félicite Alba, disant qu'elle est contente que ce soit elle qui ait décroché le job si quelqu'un devait le lui prendre. Alba serre la main de Laura et convient que les femmes doivent se soutenir mutuellement pour survivre dans cette industrie. Ce soir-là, Alba doit présenter un film devant une foule immense, mais elle avoue ne pas l'avoir vu. Laura lui fait alors un bref résumé de l'histoire. Cependant, il s'agit d'un faux scénario et Alba se ridiculise devant tout le monde, ce qui était le plan de vengeance de Laura. Plus tard, dans la voiture, Christian doit gérer tous les messages en colère de Sébastien. Laura reçoit un appel de Tony à l'aéroport. Son vol a été annulé et le chaos règne sur place, mais avant que Tony puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'appel se termine brusquement. Ensuite, Christian vérifie les nouvelles et découvre que le pape est mort, devenant ainsi le troisième homme le plus riche à décéder en quelques jours seulement. Peu de temps après, ils arrivent à l'aéroport et Laura parvient à monter à bord du jet de Snai en tant que remplaçante d'Alba, mais il oblige Christian à rester. Pendant que l'avion décolle, Laura discute avec un autre invité qui lui parle de la mort d'un autre homme riche qui vient de se produire quelques minutes auparavant. Ses dents extrêmement blanches effraient Laura. Quelques instants plus tard, Laura est en visioconférence avec Tony et leur fille Anna pour célébrer son anniversaire. Cependant, Anna n'est pas heureuse que ses deux parents soient absents et raccroche sans souffler les bougies ni dire un mot. Ensuite, Laura demande à Tony de signer les papiers de divorce, mais leur dispute se termine par la promesse de se retrouver au tribunal. Lorsque Laura va aux toilettes, elle vole quelques crèmes très chères. Sur le chemin du retour vers sa place, elle remarque que les dents de l'autre invité brillent. Finalement, l'avion atterrit en Alaska et tandis que les autres partent en voiture, Laura est récupérée par un traîneau tiré par des chiens. Le conducteur lui prend son téléphone avant de lui donner des fourrures pour se protéger du froid. Pendant le trajet, l'homme lui apprend que Snai est en sa compagnie de manière très agressive et que tous les nouveaux employés bénéficient de salaires incroyables, sans parler de tous les avantages. À cause de la tempête de neige, ils n'entendent pas l'avion exploser. Le traîneau emmène Laura dans un village où Mr. Snai accueille tous les nouveaux arrivants avec un discours sur les premiers colons de l'Alaska. Il a construit cet endroit pour les honorer et rappeler aux gens que ces pionniers ont bâti leur fortune grâce à un travail acharné, ce qu'il démontre en utilisant une pioche. Tout le monde est invité dans un baraquement pour boire un verre tandis que Snai continue de parler, affirmant que le monde est malade de fragilité et de paresse. Snai en a assez que la nouvelle génération rejette la faute sur les élites travailleuses car il pense que les riches sont en réalité la solution. Toutes les personnes qu'il a amenées en Alaska ont été choisies pour faire partie d'une nouvelle division indépendante de sa compagnie qui se concentrera sur des intérêts sociaux comme les énergies renouvelables et la philanthropie. Laura signe volontiers le contrat qui lui accorde de nombreuses actions et se joint à la célébration. Lorsqu'elle prend une pause pour fumer, Snai s'approche d'elle pour discuter et ils se lient en ne comprenant pas leurs enfants. Il lui parle également d'une vente aux enchères au palais de Buckingham et veut qu'elle s'y rende pour commencer à faire des achats pour l'entreprise, insistant sur le fait qu'elle doit dépenser autant d'argent que possible. Avant de partir, il offre à Laura un livre et lui demande de le lire. Le lendemain, Laura quitte l'Alaska avec Mr. Yi dans l'hélicoptère de Snai. Elle vérifie le livre et remarque une citation sur la richesse à l'arrière. Yi a reçu le même livre et explique que Snai l'a envoyé en Sicile pour auditer des camps de réfugiés. Il fait une blague de mauvais goût sur l'esclavage qui met mal à l'aise Laura. Pendant le vol, elle essaie d'appeler Anna mais celle-ci ne répond pas. Lorsqu'elle consulte les nouvelles, elle est choquée de découvrir que le palais de Buckingham a été attaqué. Elle commence à chercher plus d'informations et apprend que des milliardaires et des dirigeants meurent partout dans le monde. Personne n'a d'explication, alors il les accuse d'attaques terroristes ou d'empoisonnement d'objets de luxe. On parle de plutophobie, une haine envers les riches. À son arrivée à Londres, la panique s'est emparée des rues. Christian vient la chercher et dit que tout le monde exagère, pensant que le roi n'est que légèrement souffrant. La voiture ne bouge pas parce que le chaos rend la circulation difficile, alors Laura réfléchit à la situation et se demande si Christian et elle comptent comme riches. Comparée à la grande élite, elle pense être techniquement de classe moyenne.
Malgré toutes les rumeurs sur des attaques terroristes, la vente aux enchères a bien lieu au palais de Buckingham. Laura commence à enchérir sur un tableau important, mais elle est interrompue par un appel d'Anna. Elle panique car elle veut parler à sa fille sans manquer l'enchère, alors elle propose 2 millions pour le tableau et le remporte. Ensuite, elle se précipite dans une autre pièce pour prendre un verre en parlant à Anna, dont la voix n'est pas très claire à cause des interférences. Parmi les invités, Laura remarque un autre homme aux dents lumineuses. Soudain, elle entend des cris et retourne dans la salle des enchères pour découvrir que le roi est en train de mourir. Les jours suivants, tous les médias débattent d'une mystérieuse grippe qui ne touche que les personnes les plus riches du monde. Beaucoup évoquent le terrorisme, mais de nombreuses théories du complot circulent aussi sur Internet. On découvre bientôt que les dents lumineuses sont un symptôme de cette grippe. L'activité financière est suspendue et l'élite demande une protection spéciale. Christian pense que le gouvernement devrait rassembler tous les milliardaires au même endroit et les enfermer pour éviter à la société de subir une nouvelle quarantaine. Laura reçoit un appel de sa mère, qui l'informe qu'Anna est chez elle en Espagne. Ensuite, Laura se rend au bureau londonien de l'entreprise, où les employés portent désormais des masques. Sébastien est furieux que Snaille ait donné à Laura un poste qui aurait dû être le sien et commence à tout détruire dans la pièce en la traitant de paysanne. Il révèle que son père l'a licencié et qu'il s'est caché en Alaska après avoir entendu d'étranges rumeurs, brûlant ainsi la fortune familiale. Heureusement, Sébastien a détourné de l'argent de l'entreprise vers son fonds privé pour pouvoir survivre seul. Laura remarque que les dents de Sébastien brillent et décide de partir. Christian se précipite pour l'informer que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et que tous les vols sont annulés. Elle lui ordonne de lui trouver un moyen de partir quand même, car elle est désespérée de rejoindre sa fille, et lui conseille de quitter la ville dès que possible. À sa sortie du bâtiment, des soldats protègent l'entrée contre des centaines de manifestants. Elle monte dans une voiture de l'entreprise et appelle son courtier pour vérifier ses actions. Le chauffeur entend cela et met rapidement un masque. Le courtier informe Laura que, malgré le chaos économique, ses actions ont grimpé et qu'elle est désormais riche, mais qu'il ne peut pas se réjouir vu les circonstances. Paniquée, Laura lui demande de vendre ses actions, mais c'est impossible car le marché est fermé. Ses seules options sont de dépenser son argent ou de le donner. Laura rentre alors dans son appartement et commence à faire ses valises, mais elle ne peut s'empêcher de s'arrêter devant le miroir pour examiner ses dents. À cet instant, quelqu'un sonne à sa porte, 3 soldats lui expliquent qu'elle a été choisie pour une protection spéciale. Elle peut rester dans son appartement ou être emmenée dans un endroit sécurisé, et Laura choisit la deuxième option. Cependant, lorsqu'elle va dans sa chambre pour prendre son sac, elle s'échappe par la fenêtre et descend l'escalier de secours pour rejoindre le parking et sa voiture. Peu après, Laura quitte la ville et voit des graffitis appelant à tuer tous les riches pour contenir le virus. Finalement, elle trouve la route bloquée par trop de voitures et doit continuer à pied. Elle retrouve alors Christian, qui lui a trouvé une place dans un vieux jet privé. Des gens se battent pour monter à bord et un homme, furieux, jette le chien d'une femme, qui finit par être heurté par un autre avion. Avant de partir, Laura prétend que Tony essaie de lui prendre tous ses biens dans le divorce et demande à Christian de garder son patrimoine jusqu'à ce que l'accord soit finalisé. Mais il comprend qu'elle essaie de lui transférer sa fortune et s'éloigne sans rien signer. Une fois tout le monde à bord, l'avion décolle dans de violentes secousses. Laura appelle Tony pour lui dire qu'elle arrivera à Barcelone dans 6 heures et apprend qu'il est aussi chez sa mère. Elle tente de protester, mais l'appel est coupé à cause du mauvais signal. Ensuite, les passagers commencent à discuter de la situation et la conversation dégénère rapidement en une dispute. Cependant, tout le monde panique lorsqu'il remarque que l'homme qui a jeté le chien a les dents lumineuses. Les passagers le déclarent infecté et tentent de l'attaquer, mais l'homme se défend violemment et commence à frapper les autres. Il tombe accidentellement sur un levier qui ouvre la porte de l'avion, mais cela ne stoppe pas la bagarre. L'homme et la propriétaire du chien s'agrippent mutuellement au visage, se causant de graves blessures, tandis qu'un autre passager profite de l'occasion pour les pousser hors de l'avion. Lorsque le calme revient, Laura consulte les nouvelles sur son téléphone et apprend que tous les milliardaires ont été placés en quarantaine. Beaucoup d'entre eux détruisent leurs biens les plus précieux dans l'espoir d'échapper à la maladie. Sur Internet, on appelle désormais cette pandémie la grippe des riches. Finalement, Laura arrive en Espagne et sort discrètement de l'aéroport pour appeler Tony. En attendant qu'il arrive, elle recherche le nom de Snaille et trouve plusieurs articles annonçant qu'il a disparu sans laisser de traces et que ses biens ont été détruits. Soupçonneuse, Laura prend le livre qu'il lui a donné et relit la citation. Elle réalise qu'il n'y a jamais eu de projet, Snaille les a manipulés pour leur transférer sa fortune sous prétexte de salaire et de construction d'un village. De cette façon, ils pouvaient cesser d'être riches. Furieuse, Laura crie et jette le livre. À ce moment-là, Tony arrive en voiture. Pendant le trajet, il lui explique que la situation est la même ici, tous les riches ont été emmenés et plus personne n'ose aller travailler. Lorsqu'il trouve la route bloquée par des policiers, Laura s'inquiète pour son sac, qui contient ses bijoux et de l'argent liquide. Tony la réprimande avant de cacher le sac et d'arrêter la voiture pour le contrôle. Leur état de santé semble normal, au moment où un officier s'apprête à inspecter l'intérieur du véhicule, un camion surgit à toute vitesse et percute la barrière de police, provoquant une petite explosion. Avec les officiers occupés à gérer la situation, Laura et Tony profitent de l'occasion pour retourner dans la voiture et s'enfuir. En ville, des explosions se produisent partout et des émeutes éclatent dans les rues tandis que le gouvernement tente d'appliquer des protocoles d'urgence.
Tony et Laura voyagent jusqu'à une petite ville de montagne et trouvent des maisons ornées de graffitis anti-riches. Laura cherche Anna et la trouve en train de s'amuser avec d'autres adolescents, portant un t-shirt anti-riche. Furieuse, Laura ne dit pas un mot à sa fille et part chercher sa mère, Martha, pour se plaindre qu'elle lui a inculqué de telles idées. Cependant, Martha lui rappelle qu'Anna est en sécurité grâce à elle. Plus tard, Laura rejoint le repas communautaire, mais tout le monde l'observe avec méfiance. Un homme bienveillant remarque sa montre et se souvient qu'elle l'avait achetée avec son premier salaire, impressionné qu'elle la porte encore. Un autre homme souligne que le virus descend progressivement l'échelle sociale et se demande quand viendra le tour de Laura. Cette nuit-là, Laura avoue à Tony qu'elle est riche et lui raconte ce qu'elle a tenté de faire à Christian. Elle admet aussi qu'elle craint d'avoir déjà contracté le virus et envisage de partir. C'est alors que l'homme bienveillant du repas vient l'avertir que les habitants sont en colère et veulent qu'elle s'en aille. Une dispute éclate car Martha et Tony refusent de la laisser partir, mais une foule en colère entoure bientôt la famille et exige le départ de Laura. Peu après, toute la famille quitte ensemble la ville à bord d'un bateau. Martha explique qu'elle a un ami en Tanzanie qui vit hors réseau et peut les accueillir. Le voyage est long et, en naviguant, ils croisent souvent d'autres bateaux tentant de fuir. Ils survivent en pêchant et en récupérant l'eau de pluie. Une nuit, ils entendent un bruit étrange et réalisent qu'une femme flotte sur une planche, demandant de l'aide. Ils lui lancent immédiatement une corde pour la secourir et la nourrissent. Elle s'appelle Yoline et explique qu'elle était à la dérive depuis 6 jours. Soudain, un navire militaire apparaît à côté de leur bateau, révélant qu'ils ont atteint les côtes libyennes. Les soldats expliquent que leur pays n'accepte plus de réfugiés avant de procéder à leur arrestation et d'attacher leur bateau au navire militaire. Le lendemain matin, les navires s'arrêtent près des côtes d'une île africaine, et les soldats ordonnent au groupe de sauter dans l'eau et de nager jusqu'à la terre ferme. Quand ils protestent, ils sont poussés par-dessus bord. Yoline et la famille nagent jusqu'à une plage où ils trouvent un mémorial dédié aux migrants morts en mer. Ils explorent ensuite la région et trouvent un camp de réfugiés, où une foule se bat pour avoir une chance d'obtenir de la nourriture. Yoline se fraye un chemin à travers la foule violente et parvient à récupérer des vivres qu'elle partage avec la famille. Ensuite, des médecins effectuent un test rapide pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Les réfugiés sont séparés par lieu d'origine, Yoline rejoignant les tentes africaines tandis que la famille est envoyée parmi les Européens. Un soldat leur annonce que l'Afrique a perdu contact avec le continent il y a 4 jours et n'accepte plus que ses propres citoyens. Laura tente d'expliquer qu'elle a fait d'importantes donations à des associations caritatives africaines, mais le soldat lui rappelle que cela ne change rien à leur situation. Alors qu'elle explore le camp, Laura est surprise de retrouver Yi, qui lui explique que les pays pauvres s'en sortent bien alors que l'Europe s'effondre. Il lui conseille de se cacher jusqu'à l'aube. En enlevant son masque, il révèle ses dents lumineuses. Cette nuit-là, Yoline et la famille quittent le camp et se cachent sous des décombres. Laura tente de s'excuser auprès de Tony pour la façon dont leur relation s'est terminée, mais il reste silencieux. Elle l'oblige alors à lui montrer ses dents, qui brillent. Il a signé le contrat que Christian avait refusé, devenant ainsi le propriétaire de toute la fortune de Laura. Alors qu'ils discutent, 2 hommes apparaissent et assomment Martha avant d'enlever Anna. Laura et Tony se lancent à leur poursuite. Lorsqu'ils les rattrapent, Tony se bat contre eux mais se fait poignarder. Laura, furieuse, tue les 2 hommes à coups de pierre sous le regard choqué de sa famille. Au matin, ils retournent au camp et le trouvent détruit. Avec les survivants, ils construisent un grand bateau pour fuir ensemble. Après plusieurs jours de navigation sous une pluie battante, ils approchent enfin des côtes africaines. Mais un patrouilleur surgit et détruit leur bateau, envoyant tous les réfugiés à l'eau. Laura s'accroche à des débris en criant le nom d'Anna, en vain. Après avoir été ballottée par les vagues, Laura atteint la rive avec d'autres survivants. La police arrive pour les arrêter, alors elle s'enfuit, se cachant dans un tunnel et trouvant refuge chez une vieille femme qui lui donne des vêtements. Méconnaissable, elle retourne dans les rues et rejoint un groupe qui sauve les réfugiés. Elle y retrouve Anna et Yoline saines et sauves, mais Martha est morte et Tony reste introuvable. Les réfugiés sont entassés dans un camion pour un long voyage. Finalement, ils arrivent dans un village où chacun doit donner ses biens personnels. Laura abandonne sa montre précieuse et apprend à survivre avec la communauté. Un soir, elle voit une femme portant sa montre et tente de la récupérer en échange de coquillages. En souriant, elle remarque que ses dents deviennent plus blanches.